Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus inédits à propos d'argent, des partages personnels et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cet été, en lieu et place des habituelles rediffusions estivales, je vous propose une série d'épisodes inédits dans lesquels je vais coacher des femmes, des hommes ou des couples qui ont accepté que je leur vienne en aide. Ce que vous allez entendre tout au long de l'été est extrêmement rare. Vous allez découvrir des gens qui se livrent sans retenue, avec vulnérabilité et sensibilité. Vous allez découvrir ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent et les émotions que ça génère. Parfois, vous allez vous reconnaître, d'autres fois, pas du tout. Mon souhait, c'est que vous trouviez dans chacun de ces coachings quelque chose qui vous fera grandir. Je vous présente aujourd'hui Emmanuel et Guillaume. Ils habitent près de Tournai en Belgique et sont ensemble depuis 15 ans. Pour vous donner un peu de contexte, Emmanuel a toujours eu plus d'argent que Guillaume jusqu'à récemment. Elle a reçu en don familial plusieurs centaines de milliers d'euros et a utilisé une partie de cet argent d'abord pour monter un restaurant, qu'elle a ensuite revendu à perte quelques années plus tard, puis par la suite, ils ont acheté une maison ensemble et Emmanuel a dépensé une part importante de l'argent qu'elle a reçu en don pour cet achat et notamment pour les travaux. Emmanuel m'a contactée parce qu'elle déplore le fait que Guillaume ne s'intéresse pas du tout à leurs finances personnelles malgré le fait qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens et qu'elle estime avoir elle-même une mauvaise gestion de l'argent. Je dois vous dire que j'ai hésité longuement avant de publier ce coaching et je vais vous dire pourquoi. Je ne coach que des gens qui ont envie d'être coachés. C'est la base, ou du moins ça devrait être la base. Contrairement à ce que j'avais imaginé avant de commencer l'enregistrement de ce coaching, Guillaume n'avait aucune envie d'être là et d'être coaché. Tout dans son attitude, son expression corporelle et ses paroles l'ont indiqué. J'aurais dû arrêter le coaching au bout de 5 minutes, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Je ne le regrette pas parce que, vous allez voir, je pense que c'est un bel épisode, que c'est un épisode très intéressant à de nombreux égards pour un maximum de couples qui vont l'écouter, qui vont le regarder. Et j'espère que vous allez aussi avoir l'occasion de vous en rendre compte, pas plus tard que maintenant. Est-ce que vous parlez d'argent régulièrement ? Alors je vais d'abord poser la question à Emmanuel pour continuer, et puis je vais savoir. Je dirais que non, on ne parle pas d'argent. En gros, jusque-là, en fait, ce qui se passait, c'est qu'au niveau des décisions, c'est moi qui prenais quand même pas mal de décisions financières parce que j'avais un peu plus de sous que Guillaume, et donc c'est moi qui ai pris un peu le pas là-dessus, et les choses ont changé, et c'est plus la situation maintenant, donc j'avais envie que ça change aussi. Ok, donc ça s'est instauré. Alors, vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Depuis 15 ans. Et est-ce que tu as toujours eu plus d'argent, Guillaume ? Jusqu'à cette année, oui. Ok, d'accord. Et donc, ça s'est instauré naturellement, cette idée que celui qui a plus d'argent prend plus de décisions ou prend les décisions importantes financières dans le couple ? Je sais pas, Guillaume, tu veux répondre ? Après, on est dans la vie active que depuis 3 ans aussi, hein, donc ouais. Donc en soi, il n'y avait pas de grandes décisions à prendre. C'était juste là, on a dû prendre une décision pour la maison. Et voilà, c'est à peu près toutes les grosses décisions qu'on a dû prendre. La seule, en fait. Ok. Et donc sur cette grosse décision, Emmanuel a été a pesé davantage. Ouais, tout à fait. Même si le resto ça a été dur pour elle, elle avait encore derrière. Et oui, enfin, moi encore à l'heure actuelle, j'aurais pas pu me permettre d'acheter une maison comme celle-ci, quoi. Ok. Donc naturellement, tu t'es dit, donc c'est ça. Si je comprends bien, elle a apporté plus d'argent. Emmanuel, t'as apporté plus d'argent. Oui. Pour la maison, pour l'achat de la maison. Ok. Et du coup. Est-ce que ça s'est fait naturellement ou que du coup c'est toi qui prennes plus de décisions, peut-être, je sais pas, sur justement quelle maison on achète, la déco, la rénovation, je sais pas s'il y a eu toutes ces décisions-là, mais ça s'est
Ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait naturellement, en fait, parce que, allez, selon moi, en tout cas, ça faisait déjà un peu plus d'un an que moi, je regardais les maisons. Guillaume m'a toujours dit que lui, ça l'intéressait pas trop, tout ça. Donc, moi, je regardais sur ImoWeb, je regardais un peu dans les agences, etc. Et puis, j'avais vu cette maison-ci, et puis quelques mois plus tard, je l'ai revue sur le marché. On avait déjà visité une première fois. Je sais pas si on l'avait visité une première fois ou pas, Guillaume. On l'avait visité une première fois. Et Guillaume m'avait dit non, c'est mort et tout. Et puis, quand elle est revenue sur le marché, elle était moins chère. Et donc, j'ai dit à Guillaume, écoute, ça vaut la peine. Enfin, en fait, moi, dans ce que j'analysais, c'est que c'était un bon compromis entre nous deux. Parce que moi, justement, j'ai eu l'habitude de vivre à la campagne, dans une grande maison avec un grand jardin. Et Guillaume a eu l'habitude de vivre en ville. Et donc, nos besoins par rapport à ça n'étaient pas du tout les mêmes. Et celle-ci, pour moi, coupait la poire en deux, dans le sens où on était en bord de ville, avec un jardin, mais pas trop grand. Et donc, pour moi, il y avait vraiment moyen qu'on ait un compromis pour nous deux. Et donc, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et Guillaume m'a dit, OK pour la maison, mais je veux pas avoir à faire les travaux. Donc, j'ai dit, OK, pas de souci. Et j'ai tout géré de A à Z. Sauf que j'aurais peut-être dû avoir un peu d'aide pour le budget parce que j'ai rien géré au niveau budget. Du coup, la décision d'acheter cette maison, elle s'est faite sur la base de la maison en elle-même, qu'elle avait les caractéristiques qui convenaient à la fois à Guillaume et à la fois à toi, Emmanuel. Et est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, des projections financières qui ont été faites? Vas-y, Guillaume. Non, pas du tout. Non, c'est Emma, elle avait l'argent sur son compte et en fonction de ça, elle faisait... Voilà. Enfin, après, on savait que c'était du long terme pour la maison ici, donc on a fait les choses de sorte à être vraiment bien. Mais enfin, moi, j'avais rien, donc c'était pas vraiment... J'ai juste eu la possibilité de faire le prêt, quoi. Mais derrière, effectivement, il y a plein de petites choses... Quand on a visité la maison pour la deuxième fois, du coup, on l'a visité avec un entrepreneur avec lequel mes parents avaient l'habitude de travailler, et donc on lui a demandé à lui directement une fourchette de travaux au niveau prix, et donc on savait qu'il y en aurait plus ou moins pour 100 000 de plus. Et donc moi je savais qu'avec ça, c'était gérable entre guillemets de l'acheter et qu'on pouvait avoir un prêt sur une partie et que je pouvais avancer le reste comme ça. Donc on a fait ça. Ok. Ça fait combien de temps que ça dure cette problématique de on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté, on est ric-rac tous les mois? Je pense que Guillaume gère ça un peu mieux que moi, honnêtement, parce que lui, c'est pas un grand dépensier et en même temps, moi de mon côté, c'est que je suis peut-être un peu plus dépensière que lui, surtout avant. Je pense que là, ça fait quelques mois que j'ai pris un peu conscience que je peux pas dépenser l'argent comme je le veux, qu'il faut pas dépenser plus que ce qui rentre. Mais avant ça, j'avais pas vraiment de limite parce qu'on a eu tellement il y a des habitudes de vie, de confort, de partir au ski, de machin, enfin un peu du luxe au final, que j'ai du mal à me restreindre et me dire en fait c'est pas le mode de vie que je peux avoir aujourd'hui, et donc j'avais vraiment du mal par rapport à ça. Écoutez ce que dit Emmanuel. Guillaume gère mieux que moi parce qu'il n'est pas un grand dépensier. C'est une croyance très commune qu'être dépensier, c'est être un mauvais gestionnaire, et à l'inverse, être économe, c'est vraiment top. C'est le top de la bonne gestion financière. C'est pas mon avis. Voilà comment moi je vois les choses. Ce qui compte, ce n'est pas combien vous dépensez ou combien vous épargnez, mais si vous dépensez pour des choses qui comptent vraiment pour vous, et si vous épargnez pour des projets de vie qui ont une importance majeure à vos yeux. C'est ça pour moi, bien gérer son argent dans les limites des finances, évidemment, que vous avez. Si vous arrivez consciemment à rediriger votre argent vers les choses qui comptent, vous pourrez alors vous féliciter d'avoir ce que moi je considère comme une belle et saine relation à l'argent. Rappelez-vous, dans notre cas, Guillaume et Emmanuel viennent de dire qu'ils avaient pris une décision majeure d'achat d'une maison sans faire aucun calcul. Ce n'est pas du tout ma définition de ce que c'est qu'une bonne gestion, et ça, peu importe si au quotidien, l'un ou l'autre est plus dépensier et l'autre plus économe. Retenez bien cette histoire de maison pour la suite, parce que cette histoire n'a pas encore révélé tous ses tenants et ses aboutissants. Ok, allons un peu sur cette voie. Parle-moi un petit peu, Emmanuel, de cette enfance que tu as vécue du coup. Financièrement, comment tu la décrirais? Financièrement, très très confortable. Okay. Très très confortable. Ouais, on partait plusieurs fois par an en vacances. On manquait de rien. On avait plein d'opportunités. Que ce soit des stages ou autre. Je sais pas, mais vraiment on avait un peu tout ce qu'on voulait, mais en même temps on avait quand même eu un peu
le côté de on n'a pas tout comme on veut et on peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses aussi qui nous ont été dites quand on était petite de vous en demander plus et vous le méritez pas. Enfin, il y a eu pas mal d'injonctions du côté de ma mère parce que du coup c'était mon père qui ramenait essentiellement l'argent, ma mère nous a élevés. Et donc il y a eu ce truc aussi entre les deux de mon père est absent et il travaille et ma mère nous élève. Donc moi ça c'est quelque chose qui me travaille aussi au quotidien maintenant avec notre fille, de me dire mais en fait j'ai envie d'être là pour elle et en même temps ben, si je suis là pour elle, ben, il n'y a pas l'argent qui rentre et on n'a pas du tout les mêmes salaires que ce que mon père a pu avoir et donc on peut pas du tout avoir le même rythme de vie que ce que moi j'ai vécu en fait. Tes parents étaient ensemble? Oui, ils le sont toujours. Ok, ils s'étaient pas séparés. Ils le sont toujours? Oui. Ok, et donc ton père était celui qui ramenait principalement l'argent à la maison? Oui, globalement. Sauf que ben, ils ont quand même eu des investissements immobiliers et c'est ma mère qui gérait cette partie-là. Donc en fait, elle faisait un peu le côté invisible et mon père ramenait entre guillemets les gros billets. Ok, qu'est-ce que tu appelles le côté invisible? Ben, on voit qu'il y a des loyers qui tombent, mais en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de travaux à faire et donc, enfin, il y a des revenus et en même temps, il y a beaucoup de coûts de l'autre côté. Donc voilà, pour moi. Et puis elle avait pas la rémunération qui tombe tous les mois en fait sur le compte. C'était pas sa rémunération à elle, c'était le loyer. Donc il y avait aussi. Elle travaillait ou pas? Non, elle travaillait pas. Bah, elle travaillait pas. Ok. Qui gérait l'argent à la maison? Les deux. Ouais, les dépenses pour ma mère, les rentrées pour mon père. Ok. Ouais, dans ma question, il y avait qui gère l'argent une fois qu'il est là. Donc ça, c'était ta mère. Mmh. Ok. Quel type d'interaction tes parents avaient à propos d'argent? Tendu. Comment tu qualifierais leur... Tendu, ok. Pourquoi ou quelle compréhension tu en avais et quelle compréhension tu en as aujourd'hui? Ben, en fait, ce que ma mère nous reprochait de t'en veux toujours plus, c'est ce que mon père lui reprochait à elle. Et puis il lui reprochait de pas travailler, alors que ben, c'était une décision commune. Donc, ton père reprochait à ta mère de ne pas travailler et de demander toujours plus d'argent. Oui. Et ta mère vous reprochait à vous étiez plusieurs enfants, c'est ça? Ouais, on était trois. On est trois. D'avoir, de vouloir toujours plus d'argent ou plus de choses ou faire plus de choses, etc. Oui. Ok. Comment tu qualifierais la gestion d'argent de ta mère? Sans limite. Okay. Sans limite de j'ai envie de ça, donc je me l'achète. Enfin, tu veux ça, tiens, je te l'achète, même si on dit non, j'en ai pas besoin, tiens, je te l'achète quand même. Enfin, un peu comme ça, quoi. Ok. Alors, est-ce qu'elle avait un espèce de... Parce que là, j'entends qu'à la fois, elle avait le discours de « Oh là là, bah, en gros, si votre père me reproche de trop dépenser, c'est parce que vous m'en demandez trop. » Et pour autant, elle savait dépenser sans limite. Est-ce qu'elle avait un peu les deux attitudes? Oui, elle avait clairement les deux. Ok. Vous reprochant à vous d'être la source des conflits d'argent? Ça, je dirais pas. Okay. Ça, je dirais pas qu'elle nous reproche à nous d'être la source parce que... Non, clairement pas. Je pense que elle avait des envies, ouais, de maisons dans le sud, de trucs comme ça. Et nous, à côté de ça, honnêtement, on n'était pas trop exigeantes, en fait. Enfin, nous, on prenait ce qu'on nous donnait, en fait. C'est ça qui a toujours été un peu ambivalent pour moi, c'est qu'elle nous reprochait certaines choses et en même temps, bah, nous, on n'a jamais réclamé, en fait. Enfin, on réclamait pas des vacances au sport. Vous reprochez quoi, par exemple? Tu peux nous donner un exemple? J'ai du mal à donner un exemple précis parce que j'ai l'impression que mon enfance a été bassinée par juste cette phrase de je sais pas, vous en demandez trop alors que vous faites rien. C'est parce que nous, on n'avait pas de job étudiant, enfin, on faisait pas tout ça et donc ce qu'elle nous reprochait, c'était plutôt peut-être de pas se rendre compte de la valeur de l'argent. Ok. T'as quelle relation avec ta mère? Tendue, ça dépend. Tendue et chouette, enfin, c'est ambivalent les deux, quoi. Et avec ton père? Mon père, c'est plus relax. J'arrive plus à parler de choses posées avec mon père qu'avec ma mère, qui est plus dans l'émotionnel. Qu'est-ce que tu crois que tu as retiré comme leçon à propos de l'argent de ton enfance? Comme enseignement? Moi, ce que j'ai un peu retenu, c'est que même si on en a, il faut faire attention. Que tout peut partir en un coup d'œil aussi. Enfin, ça, c'est un peu le bagage familial qui fait que... Et en même temps que il faut profiter, il faut quand même se faire plaisir, il faut le juste milieu, quoi. Il faut pas tout claquer comme ça.
faut investir. Il y avait ce côté très rationnel de mon père il faut investir, il faut prévoir, il faut anticiper. Et le côté de il faut se faire plaisir, quoi. Mais c'était incarné par les deux personnes différentes. Oui. Ok, ton père t'a appris des choses sur l'argent. Toi, qu'est-ce qu'on te disait? Est-ce qu'on t'a appris des choses sur comment on gère l'argent? Pas vraiment. Enfin, on nous disait qu'il fallait épargner, et donc on a rapidement eu un peu d'argent de poche. Et ce qui est marrant, je me le suis dit l'autre jour, c'est qu'étant jeune, j'épargnais énormément. Je dépensais rien par rapport à ma sœur qui, elle, dépensait tout. Et puis ça a changé. Ok. Guillaume, toi, est-ce que tu as un vécu qui est similaire ou tu as un vécu totalement différent dans ton enfance par rapport à l'argent? Non, pas du tout. Moi, c'était parents divorcés et du coup, je suis plus resté du côté de mon papa. On a vécu chez sa maman, donc ma grand-mère. Et donc, moi, ça a été effectivement un peu plus de job étudiant. Et après, on partait jamais en vacances, ou rarement. On faisait pas des gros voyages, quoi, des petits trucs pas loin. Moi, j'ai jamais eu une relation comme ça avec l'argent, quoi. C'était le seul moment où j'avais une relation, c'était avant de sortir avec les copains, où je devais réclamer de l'argent à mon père pour sortir, quoi. C'était la seule chose. La raison pour laquelle ton père vivait chez ta grand-mère, c'était pour des raisons financières? Entre autres, ouais. On avait, on a déménagé par financière et en même temps plus pratique parce qu'elle habitait en ville et pour les écoles, pour moi, c'était plus simple. Ok. Qu'est-ce que toi tu retiens de ton enfance sur l'argent? Qu'est-ce qu'on t'a appris ou qu'est-ce que tu as appris toi-même? C'était pas un sujet. C'était juste ça. C'était pas un sujet. C'est pas le sujet. On n'en parlait pas. Est-ce que ton père en parlait ou avec ta mère ou pas du tout? Personne n'en parlait à la maison? Non. Enfin, après, on manquait de rien, hein, mais non, on n'en parlait pas, quoi. Parce que c'était pas un sujet, on avait d'autres sujets. On n'était pas en manque ni en... On n'en avait pas trop pour dire d'en parler tout le temps et on n'était pas en manque pour parler non plus, quoi. Ok. Pour autant, c'est pas parce qu'on ne parlait pas à la maison que tu vois, t'as rien retiré de ton enfance concernant l'argent. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui te suivent encore aujourd'hui, justement sur le fait qu'il y avait peu de moyens ou que vous partiez pas en vacances? Est-ce qu'il y a des choses que tu as intégrées à défaut qu'on te les apprenne? Non, c'est pas une question que je me suis posée, même encore à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui me dépasse, quoi. J'en parle pas. Ok. Non. Comment tu décrirais, toi, ta façon de gérer l'argent aujourd'hui? Classique, je dirais. C'est-à-dire je reçois mon salaire, je paye mes prêts, les charges, la nourriture, quoi. Ok. Est-ce que vous avez une gestion commune ou séparée déjà? Je sais pas. Commune. On met un montant vous mettez similaire tout en commun tous les mois. Non, pas tout. Mais au final, à la fin du mois, c'est presque tout. Donc voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que tu entends par classique? Parce que je t'assure qu'il faut que tu m'expliques un petit peu plus, parce que peut-être que toi, tu crois que ce que tu fais, c'est classique, mais déjà, j'ai l'impression que Emmanuel fait pas exactement comme toi. Donc, peut-être que c'est pas si classique que ça. J'ai des chèques repas, j'ai même pas la CMA qui a la carte, parce que par facilité, c'est elle qui fait les courses aussi. Mais après, derrière, je reçois l'argent tous les mois, je mets un montant sur le compte commun, et puis après, pour mes dépenses privées, que ce soit la nourriture pendant la semaine, pour le boulot, j'utilise ma carte à moi privée, et c'est tout. Et à part ça, effectivement, les prêts et les charges sont sur le compte commun, quoi, et quand je vois qu'il n'y a plus de sous dessus, j'en remets, c'est tout. Ok. Ouais, c'est ce que j'entends par classique. Comment toi tu expliques la situation dans laquelle vous êtes, le fait que ce soit ric-rac à la fin du mois? C'est quoi toi ton explication?
On est quand même, moi, ça fait 3 ans, Emma un peu plus, moi, ça fait 3 ans que je suis dans le monde actif et, je le vois bien avec mes collègues et il y a personne qui a une maison comme la nôtre après 3 ans d'activité, ou alors, effectivement, ils ont comme Emma des parents derrière qui ont assuré, assumé pas mal de charges, mais sinon, effectivement, c'est pas, c'est pas, c'est pas possible, quoi. Je pense pas que même les banques auraient accepté qu'on prenne une maison comme ça avec nos revenus, quoi. Est-ce que je comprends que la maison est un gros sujet peut-être même le sujet qui crée les charges les plus importantes et sur lequel tu te dis on a une maison qui est pas là au niveau de nos moyens, c'est ça? D'après moi, oui. Après, je sais qu'il y a plein d'autres choses sur le côté, mais c'est sûr qu'avoir un enfant, c'est un sacré budget aussi, hein, surtout dans un bas âge comme ça. Ok. Est-ce que vous en parlez de ça? Ou est-ce que c'est bon, on l'a acheté, maintenant c'est fait? Moi, je trouve ça difficile parce que oui, en un sens, c'est fait. Et en même temps, clairement, je pense que moi, le problème de la maison vient du fait qu'on n'a rien anticipé. Et donc, moi, justement, j'aimerais qu'on puisse ne plus faire les mêmes erreurs et se dire, OK, si on avait fait un budget pour la maison, si on avait réfléchi, si on s'était posé les questions de, OK, qu'est-ce qu'on fait, combien ça coûte, et de demander les devis et de faire les choses bien, la maison serait peut-être pas un sujet aujourd'hui. Et donc, moi, c'est ça aussi c'est pour ça que j'ai envie de faire d'avoir cette discussion là aujourd'hui, c'est de se dire ok, en fait, si on anticipe les choses, si on met le nez dedans, on peut ne pas se faire surprendre entre guillemets et après trimballer ça comme un fardeau toute notre vie en nous disant on n'aurait pas dû, alors que pour moi cette maison reste le compromis parfait entre nos deux caractères et nos besoins, même si elle a coûté plus cher que ce qu'on pensait. Pour moi, c'est une partie de notre budget, mais j'avoue que les chiffres que tu nous as fait faire, ça m'a un peu je m'attendais pas à voir autant de choses en fait qui sortent du budget, qui soient pas la maison en fait, parce que c'est vrai qu'avec Guillaume on a souvent ce truc de oui, c'est la maison qui nous pompe tout, mais en fait non, il n'y a pas que la maison là-dedans, donc voilà. Alors, j'arrive pas à savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. J'ai l'impression que vous êtes plus ou moins d'accord sur le sujet de la maison. J'ai l'impression que c'est pas juste la maison s'est passée, elle est payée, mais j'ai l'impression qu'elle occasionne des frais aujourd'hui. Parce que au début, on était sûr, c'est une maison que t'as payée avec de l'argent que t'avais sur ton compte. C'était ça, Emmanuel, au début, tu vois. Et puis la conversation, elle évolue, et aujourd'hui, c'est le problème aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est ric-rac à la fin du mois. Ça veut dire que ça crée des charges récurrentes qui sont supérieures à ce que vous aviez imaginé. Est-ce que c'est ça le... Guillaume, merci. Est-ce que c'est un des loups aujourd'hui? Je sais pas. J'avoue que je sais pas. Je regarde jamais les comptes, donc je sais pas. Ah. Pourquoi tu regardes jamais les comptes, Guillaume? Je regarde quand je dois payer un truc, et je regarde s'il y a de l'argent dessus. S'il y a pas d'argent dessus, j'en remets, c'est tout, quoi. S'il y a de l'argent, tu dépenses. S'il y a pas d'argent, tu dépenses pas. Ou t'en remets, non, je regarde pas, donc c'est pas parce que j'ai de l'argent que je vais dépenser, quoi. C'est quand je vais dépenser que je regarde, c'est tout. Ok. Pourquoi tu regardes pas les comptes? J'ai autre chose à faire. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Ok. Ça t'intéresse pas de savoir si vous avez suffisamment d'argent pour mettre de côté à la fin du mois? Non, d'après moi, on met de l'argent. En fait, on a fait les choses à l'envers, quoi. On travaille, on met de l'argent de côté, et quand on a assez d'argent sur le côté, on achète une maison. Là, maintenant, on a acheté la maison direct. Donc, c'est d'office, on va pas savoir mettre de l'argent tout de suite de côté, quoi. Pour moi, c'est pas un souci. On vit quand même bien. On se fait plaisir quand il faut. La petite, elle manque de rien. On a un toit sur la tête. Ok. Voilà, quoi. Donc, pour Emmanuel, c'est une situation qui est problématique, et pour toi, c'est ok. Ça me dérange pas au quotidien, quoi. J'ai pas le besoin de dépenser comme Emma, donc je sais pas si c'est ça son problème au final. J'en sais Ok, rien. mais là, il y a les problématiques d'Emmanuel,
il y a tes problématiques, mais au final, à la fin du mois, vous êtes ric-rac, et comme vous partagez en partie vos finances, ça impacte tout le monde. Ouais, Ou toi, tu te sens pas impacté? Je vois pas du tout l'impact que ça, non. Et au final, moi, je mets quand même de l'argent de côté sur le compte de la petite, donc et Emma aussi, donc voilà, ça fait au final. Ouais. Alors, Emmanuelle vient à moi, elle identifie un problème, et en fait, c'est un problème que j'ai l'impression que tu ne partages pas, que tu ne vois pas, auquel t'as pas envie de t'intéresser parce que j'ai l'impression que tu te sens pas concerné. C'est ça. Ok. Pour moi, c'est tout à fait ça, ouais. C'est tout à fait ça. Mais je pense que jusque-là, entre guillemets, j'ai épargné Guillaume des soucis financiers qu'on pouvait avoir ou juste de la gestion de l'argent. Parce que voilà, si je voyais qu'il n'y avait plus d'argent sur le compte commun, je payais les courses avec mon compte. Si je voyais qu'il fallait racheter des fringues pour la petite, en fait, je payais avec mon compte. S'il fallait réserver des vacances, mais qu'il n'y avait plus de sous sur le compte commun, je payais avec mon compte. Donc en fait, jusque-là, Guillaume n'a pas ressenti ça. Parce que jusque-là, c'est moi qui absorbais, entre guillemets, tous les chocs, sauf que maintenant, je peux plus. Et donc c'est ça aussi que moi j'essaye de lui faire comprendre, et c'est très difficile parce que lui, en un sens, il a pas cet intérêt pour l'argent, et en même temps moi j'ai pas envie non plus de me dire maintenant on va passer à l'inverse, enfin à l'opposé de ce que moi j'ai pu vivre, et de me dire à partir de maintenant on ne se fait plus plaisir, on part plus en vacances, on fait plus ci, on fait plus ça. Donc je comprends qu'il faut avoir une certaine mesure, qu'il faut limiter les dépenses, mais il y a des choses que pour l'instant on ne sait pas éviter, que ce soit des frais de crèche, que ce soit des couches, je sais pas, en fait il y a... Avant même de parler de solutions, de où est-ce qu'on va, quelle ligne on va regarder dans l'analyse financière, etc. Là, moi, il y a une situation de dialogue qui ne fonctionne pas bien. Donc, il y a un schéma, une façon de faire qui s'est instaurée par rapport à l'argent. Emmanuelle, tu le déplores. Et Guillaume, qu'est-ce que ça te provoque, toi, cette situation? Ça m'allait bien. Le fait de ne pas avoir à gérer l'argent, ça t'allait bien? Ouais. C'est ça? Enfin, ouais, forcément, ouais, tout à fait. Ok. Forcément, je sais pas. Ça, c'est toi qui dis. Emmanuelle, à quoi tu aspires? Que des gens puissent en parler. C'est peut-être la base, mais pour l'instant, on n'en parle pas. Donc moi j'aimerais déjà qu'on puisse en parler, qu'on puisse éventuellement penser faire un budget, qu'on puisse penser à mettre de l'argent de côté, qu'on puisse penser à d'autres projets, que ce soit immobilier ou autre. Mais oui, juste qu'il puisse y avoir une discussion en fait. Parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de discussion. Non. C'est ton avis aussi, Guillaume? Moi non, j'ai effectivement pas l'intérêt de parler d'argent. Enfin c'est pas un sujet qui m'intéresse en fait, donc. C'est un peu, c'est un peu bizarre. Mais... Qu'est-ce qui est bizarre? Parce qu'on est là pour ça ce soir, mais moi je vois pas. Enfin, je préfère parler d'autre chose, quoi. Je sais pas. Alors, moi, il y a plein de choses dont j'aime pas parler dans la vie, mais j'ai l'obligation d'en parler parce que ça fait partie de la vie. Mm-hmm. Donc, il y a un peu de ça, mais surtout, ce qui m'intéresse là, c'est que quand, du coup, Emmanuelle vient te voir sur ce sujet-là, qu'est-ce que tu penses qu'est ta responsabilité en tant que partenaire, époux, je sais pas si vous êtes mariés, mais en tant que partenaire d'Emmanuelle? Finalement, elle viendrait te parler d'autres choses ou d'argent. Qu'est-ce que tu penses qu'est ta responsabilité en tant que partenaire au moment où elle vient t'amener un sujet qui compte pour elle? J'ai pas la réponse. Pause. Là, il faut faire un break. Pour Guillaume, l'argent n'est pas un sujet de discussion. Ça ne l'intéresse pas, comme il dit. Il a, je cite, mieux à faire. Désolée de vous le dire, mais dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas le choix de s'intéresser à l'argent ou pas. On est obligé de s'y intéresser un minimum. Pas de gestion, ce n'est pas une gestion. Ne pas en parler, ce n'est pas signe que tout va bien, et ne pas regarder ses comptes, ça n'est pas non plus OK. Pas quand on dépense plus que ce qu'on gagne et qu'on vit sur son épargne, parce que c'est la réalité de ce que vivent Emmanuelle et Guillaume.
Guillaume se raconte que tout va bien, que leur petite ne manque de rien, qu'ils partent en vacances, etc., etc. Mais il n'a absolument aucune idée de si c'est dans leurs moyens, comme il dit, il s'en fiche. Il a pris l'habitude que Emmanuel réinjecte de l'argent régulièrement quand ils étaient peut-être à court d'argent. C'est lui-même qui le dit et ça me donne un énorme indice sur la suite de notre discussion. Qu'est-ce que ça te fait, Guillaume, quand elle vient de parler d'argent ? Ça m'embête, honnêtement. Ouais, ok. Essaye d'être un peu plus précis. Pourquoi ça t'embête ? J'en sais rien, c'est comme ça. Parce que je suppose que c'est pas un truc que dans mon éducation, on n'en parlait pas, quoi. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Et ça te fait ressentir quoi ? C'est oppressant, quoi. C'est oppressant ? Ce besoin de devoir parler de l'argent tout le temps. Enfin, moi, j'ai autre chose à faire, quoi. Donc, non, j'ai pas de besoin par rapport à ça, en fait. Et toi, quand t'as un besoin vis-à-vis de quelque chose et que tu as envie d'en parler à Emmanuel, qu'est-ce que tu as comme attente vis-à-vis d'elle ? Ouais, enfin, c'est pas... Je la force pas, quoi. Comme là, ce soir. Parce que toi, t'as l'impression qu'elle te force. Ouais, par rapport à ça, ouais, en tout cas. J'entends que... Alors, je sais pas si t'as forcé pour être là. Je crois pas qu'on puisse forcer les gens parce que sinon t'aurais pu dire non. Effectivement. Et du coup, j'ose espérer que si t'es là, c'est aussi pour pouvoir peut-être évoluer, faire évoluer certaines choses, tout comme Emmanuel. J'espère, sinon tu l'aurais pas dit oui. Non, mais c'est pas ça. De le dire. Moi, je l'ai plus vendu en mode, elle a une problématique et on va la régler grâce à ça. Mais ok, c'est peut-être moi le souci au final, mais je vois pas. Alors. Je vois pas le rapport, quoi. En fait, on n'est pas en train de dire qui est le souci, en fait. C'est pas le sujet. Ouais. C'est que l'argent, dans un couple, c'est un problème de couple. Ok. Et tu veux pas parler d'argent, mais je suis désolée de te dire ça, Guillaume, ça n'est pas possible. Parce que tout ce que tu vas faire dans la vie, tout ce que tu vas accomplir dans la vie, ça va se faire parce qu'à un moment donné, tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent et cet argent sert à payer des choses. Et ne pas parler d'argent, je peux presque dire c'est ne pas parler de la vie, quoi. Ça veut dire ne pas parler de vos projets communs. Ça veut dire ne pas parler de « Chérie, j'ai envie de ça. Comment on fait pour y arriver ? Comment on fait pour épargner ? Est-ce que t'es d'accord si on fait ça ? À ce moment-là, s'il m'arrive quelque chose, comment tu vois les choses ?» C'est-à-dire que c'est refuser de parler de construire un avenir commun, parce que construire un avenir commun, si on parle pas d'argent à un moment donné, c'est « Ouh là là, cucul et la praline, les jolies fleurs, on a des rêves. » Et puis en fait, il y a rien derrière. Donc la vie que vous construisez ensemble, elle se bâtit, entre autres, avec une des ressources qu'on a tous, l'argent et aussi le temps, qui sont deux de nos plus grosses ressources. Donc ça n'est pas possible de ne pas parler d'argent. Tu veux pas, mais j'ai envie de te dire, là ça va coincer en fait. L'idée c'est comment on peut aborder une discussion. Moi je veux savoir pourquoi ça coince pour toi et comment est-ce que, parce que peut-être que Emmanuel, sa façon de faire, ça ne va pas. Moi, c'est ça que j'essaie de dire. Coucou, j'ai besoin d'aide. Ouais, mais ok, c'est une chose de dire coucou, j'ai besoin d'aide. Mais quand elle te dit coucou, j'ai besoin d'aide, toi, tu ressens quoi ? Donc, tu nous as dit que tu étais oppressée. Par exemple, cite-moi un moment où, je sais pas, une des dernières fois où elle a tenté de venir te parler de ça. C'était quand ? C'était à quel moment de la journée ? Guillaume ? Ouais, j'entends bien, je sais plus. Ou peut-être pas la dernière fois, mais une discussion à ce sujet-là qui vous a marqué récemment. Emmanuel, tu peux aider un peu ? Je sais pas, trouve un... Oui, moi j'en ai plein en tête. J'en ai plein en tête qui me marquent à chaque fois. Donne l'exemple, on va voir si Guillaume se rappelle. Mais ça peut être juste... Enfin, l'autre jour, je suis revenue on avait été chercher Thaï. Et je reviens de chez Thaï. Et le gars, il me dit « Ouais, vous devriez trop aller en Thaïlande. » Et avec Guillaume, on a un peu le rêve de se dire on va aller visiter le Japon. Sauf qu'on sait que c'est un peu hors budget. Et à chaque fois, on se dit, on a ce rêve, mais on met rien en place pour y aller, en fait. Et donc, je lui dis, tu sais, apparemment, la Thaïlande, c'est moins cher. Et donc, moi, je lui dis en mode, ouais, on fait une épargne, on fait quelque chose, on fait ci, on fait ça. Et en fait, la discussion s'arrête là. Donc, pour moi, les rêves s'arrêtent là aussi, en fait. Parce qu'on met rien en place, donc, voilà. Ok, j'entends. Est-ce que tu te rappelles de cet épisode, Guillaume ?
de la Thaïlande. Non, en effet, elle m'a parlé de la Thaïlande 2 secondes, puis après elle m'a dit on va prendre un fonds d'investissement, on va jouer en bourse, voilà. Ok. C'était pas le voyage, quoi. Le voyage, c'était un prétexte pour faire autre chose, quoi. C'était un prétexte pour quoi, selon toi? Je sais pas, dépenser de l'argent, faire dans un fonds d'investissement, en actions, tout ça, enfin, ça me passe au-dessus, quoi. Ok. En fait, quand elle vient avec une envie, un rêve, une certaine excitation par rapport à quelque chose, est-ce que c'est juste de dire que toi, dans ta tête, tu vois l'argent qui part, et c'est ça qui t'oppresse? Tu vois encore des dépenses, et c'est ça qui crée une certaine oppression? Non, pas du tout. Non. C'est juste que pour moi, c'est comme si elle jouait avec, quoi. Je pense pas que ce soit nécessaire, quoi. Qu'elle joue avec quoi? J'ai pas compris. Avec l'argent, hein. Alors, du coup, j'ai pas compris cette histoire de fonds d'investissement, alors. Parce que quand elle vient te voir avec « Et si on allait en Thaïlande ?» Est-ce que pour toi, ça s'est joué avec l'argent aussi, ou... Bah non, aller en voyage, c'est pas jouer avec, mais c'est qu'elle voulait faire autre chose. Elle voulait mettre de l'argent de côté, puis faire un fonds d'investissement, puis envoyer ça chez des traders, et puis tchic et tchac. Enfin, alors, voilà, c'est quoi, Emmanuel? La discussion a un peu embrayé, du coup, parce que j'ai dit, ok, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'argent, ou en tout cas faire fructifier un minimum notre argent pour pouvoir un jour s'offrir un voyage au Japon ou en Thaïlande, peu importe. Et donc moi je lui dis je sais pas, on peut acheter des immeubles, on peut faire de l'investissement, enfin moi je pars en mode wouhou, qu'est-ce qu'on fait quoi, il y a plein de solutions, qu'est-ce qu'on fait? Et lui il a retenu que ça. Mais est-ce que t'entends que lui il entend pas la même chose que toi? Ouais, non, c'est trash. C'est trash? Ouais. Okay. Je sais pas si ça veut dire la même chose que... Parce qu'on n'a pas dit que vous étiez en Belgique, mais ça veut dire la même chose que chez nous? C'est trash ou c'est une expression? Mais moi, ça me choque un peu, quoi. Ça me choque un peu parce que ça veut dire qu'il n'entend pas pour moi, l'essentiel de se dire, ok, j'ai envie de faire un projet avec toi, que ce soit un voyage ou autre. Qu'est-ce qu'on met en place pour? Et juste ce message simple, pour moi, il l'entend pas. Non, on n'a jamais eu besoin de mettre de côté pour faire un voyage, quoi. C'est ça aussi. Je vois pas pourquoi on devrait avoir besoin maintenant, quoi. Est-ce que jusque-là, c'est moi qui payais tout et que là, je peux plus? Ouais, alors on fait pas le voyage, quoi. Donc, soit il y a quelqu'un qui a l'argent pour le payer, soit on le fait pas. Est-ce que c'est une option pour toi, Guillaume, de discuter avec Emmanuel de « Ok, si on a envie de faire ce voyage, combien ça nous coûterait? Et si on épargne, quand est-ce qu'on pourrait le faire ?» Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Et en fait, c'est pas du tout ça que t'entends quand elle vient te parler, c'est ça? Non, en effet, c'est pas ça. J'ai l'impression que quand elle vient de parler, il y a un peu une espèce de lassitude, genre je sais déjà ce qu'elle va me dire. Ça, tu vois, un peu genre blablabla. Est-ce qu'il y a un peu cette idée là, tu vois, en mode elle me l'a déjà fait 100 fois, je sais déjà ce qu'elle va me dire, c'est pas raisonnable. Ouais, je sais pas, ouais. Non mais tu sais ou tu sais pas, c'est pas moi. Hein. Non, moi non plus, enfin inconsciemment, je suppose que ouais, ça me lasse, quoi. Moi, c'est pas un sujet. Enfin, elle le sait que ça m'intéresse pas. Et après, je sais que aussi mes centres d'intérêt, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Et ce qui ne l'intéresse pas, je lui en parle pas forcément non plus. Donc, je comprends pas pourquoi elle me raboue avec ça, quoi. En fait, l'argent, c'est pas un centre, c'est pas son hobby. Hein. Moi, j'ai cette impression, quoi. Ouais. Et quand je te dis que c'est votre outil pour construire votre vie future, qu'est-ce que tu en penses de ça? On l'a construit. On est occupé, on est dedans. Il n'y a pas besoin d'en faire des pâtes à caisse en plus pour être bien, quoi. Ça veut dire quoi, faire des pâtes à caisse en plus? En faire des tonnes. Aide-moi à comprendre la dynamique de couple ici. Aidez-moi à comprendre la dynamique de couple. Parce que là, vous ne fonctionnez pas du tout ensemble. Non, moi, j'ai Guillaume qui est là. Vous me faites chier parce que Emmanuel, tu m'as forcé à être ici. Donc, j'ai pas envie de coopérer. Et Emmanuel, j'ai l'impression que c'est ta façon de faire aussi. Il veut pas, je vais le pousser parce que de toute façon, déjà à la base, il veut pas. Alors si je le pousse pas, je risque pas d'avoir. Mais bon, il me dit oui quand même pour être gentil. Mais tu vois, Delphine, regarde, tu vois. Non, Guillaume a pas envie d'être là. Et
et il ressent que tu l'as forcé, Emmanuel, à être là? Est-ce que c'est quelque chose qui se rejoue tout le temps dans votre couple? C'est peut-être quelque chose qui se rejoue, ouais, clairement. Et en fait, ce qui est très difficile pour moi, c'est que si Guillaume dit oui, une fois sur deux, ça veut dire non, mais je sais pas savoir laquelle des deux c'est non, en fait. Et donc, quand il a dit oui pour la maison, il dit non. Enfin, il dit oui, mais en fait, c'est non. Et donc, c'est ça qui se joue en permanence. C'est que moi, je ne sais pas me baser sur ce que dit Guillaume. Je dois deviner de comment est Guillaume là maintenant, si c'est un oui ou si c'est un non. Et voilà. Est-ce que tu as souvent l'habitude, Guillaume, de dire oui pour qu'elle te lâche la grappe? Clairement, tout le temps. Ok. Mais est-ce que des fois, Guillaume, tu as l'impression qu'Emmanuel veut vraiment initier un dialogue avec toi, ou tu as l'impression qu'elle vient avec des réponses et que tu as juste à dire oui ou non? En effet, ouais, c'est ça. Ok, donc tu as l'impression de pas être partie prenante dans les discussions ou de pas avoir pleinement ta place, et que en fait t'es comme figurant, elle a juste besoin de toi pour faire un ping-pong, mais elle fera ce qu'elle veut de toute façon. Est-ce que t'as un peu cette impression-là? Ouais, mais c'est ça. Enfin, voilà. C'est comme si elle me connaissait pas, quoi. Moi, je la connais très bien. Et jamais je l'aurais embarqué dans un truc comme ce soir. Enfin, juste par respect, quoi. Je sais bien que ça va pas l'intéresser, donc voilà. Mais moi, par amour, je dis oui, quoi. T'avais conscience de ça, Emmanuel? Ouais, je suis consciente d'une partie de ça. Après, moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, quand j'essaye de lui parler de choses qui sont importantes pour moi, moi, s'il me parle de choses qui sont importantes pour lui, je vais essayer d'être à l'écoute, même si c'est pas un sujet sur lequel je suis à l'aise, ou en tout cas, je vais essayer de creuser, de voir, ok, pourquoi est-ce que ça l'intéresse, pourquoi ci, pourquoi ça. Et en fait, j'ai pas le retour d'ascenseur par moment, et donc moi, je me dis juste, ce qui pour lui est oppressant, en fait, moi, je suis quelqu'un qui est, enfin, limite hyperactive et qui a besoin d'avoir 1000 projets et d'avoir 1000 choses en même temps. Et donc, si je vois qu'il y a rien qui bouge, je me dis, ok, soit je le fais toute seule, parce que voilà, je sais que je suis capable de faire les choses toute seule, et en même temps, parfois j'ai envie de faire les choses avec lui, et donc j'essaye de lui dire, allez, viens, on fait ça ensemble, et ça mord pas, et donc oui, clairement, enfin. Mais est-ce que tu entends, Emmanuel, que il a pas l'impression que tu veux avoir une discussion avec lui? Il a l'impression que tu veux juste le notifier de ta décision. Mais moi, je sais pas comment faire autrement, parce que quand j'essaie d'aborder des sujets, avant que ce soit trop tard, entre guillemets, mais il veut jamais m'en entendre parler. Enfin, vu que la conversation est coupée de base, en fait, c'est très compliqué. Et c'est pas que sur l'argent, je pense que tu mets le doigt dessus aussi, c'est pas que sur l'argent qu'il y en a des problèmes de communication. Oui, mais si c'est une dynamique qui se joue sur l'argent, c'est probablement qu'elle se joue ailleurs. Guillaume, qu'est-ce qui serait pour toi qu'est-ce qui te donnerait l'impression qu'elle vient vraiment te consulter? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que tu attends d'elle qui vraiment te ferait dire, ok, là, je vais lui dire quelque chose et ça va vraiment compter? Bonne question. Je sais pas. Ouais, vous êtes tellement dans cette habitude que, en fait, tu sais, aujourd'hui, t'arrives pas à trouver, tu sais même pas quelle serait une nouvelle façon de faire qui te dirait, ah, peut-être que là, elle attend autre chose de moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es mis dans un truc où, à chaque fois qu'elle vient te parler, t'as l'impression que de toute façon, elle est pas vraiment là pour engager le dialogue. Ok. Là, moi, j'ai l'impression qu'on a mis le doigt sur la dynamique. Et maintenant, effectivement, on va essayer peut-être d'aller explorer des solutions. Emmanuel, est-ce que, comme le dit Guillaume, tu peux ressentir que des fois, quand tu viens le voir, peut-être que c'est pas vraiment dans une optique de dialogue, ou que tu as pu le faire dans un certain nombre de situations? Oui, je pense que oui, parce que je pense que vu que je sais que je vais peut-être pas avoir beaucoup de temps d'écoute ou d'écoute active, du coup j'essaie de vraiment limite bien préparer le sujet pour donner le max d'infos en un minimum de temps le plus concis pour voir si ça passe ou pas. Mais donc j'ai déjà potassé le sujet pas mal. Et t'as déjà pris une décision. En tout cas, c'est ce qu'il ressent. Oui, c'est ce qu'il ressent. Ok. Guillaume, est-ce que si demain Emmanuel, encore une fois sur le sujet de l'argent ou sur un autre, elle venait avec une idée, un truc qu'elle n'a pas travaillé, qu'elle n'a pas potassé à côté,
et qu'elle te dise est-ce que c'est ok si on y réfléchit ensemble? Est-ce que ça ferait une différence pour toi? Je suppose, oui. Mais tu devrais avoir vraiment le sentiment, effectivement, qu'elle ne vient pas t'arracher un oui, mais qu'elle vient sincèrement discuter avec toi. Est-ce que sur le sujet de l'argent, tu penses que si elle venait effectivement, reprenons l'exemple de la Thaïlande, elle vient en disant tiens, j'y avais pas pensé, mais tu sais, on rêve d'aller au Japon, et c'est vrai que financièrement, c'est peut-être pas hyper accessible. Il m'est venu une idée comme ça, ou quelqu'un m'a suggéré une idée. Qu'est-ce que tu penses du fait d'aller dans un autre pays d'Asie en vacances? Est-ce que si elle venait te voir avec ça... Alors, dans ma formulation, j'ai presque déjà l'impression... Je pense que tu peux avoir l'impression encore là aussi qu'elle a déjà pris la décision. Alors, est-ce que Emmanuel, tu penses à une autre formulation qui peut-être ferait pas penser à Guillaume que tu as déjà pris ta décision? Et moi, il n'y a aucune décision qui est prise à ce moment-là, parce que on parle juste du rêve. Pour moi, il y a une décision qui est prise quand on réserve les vols. Donc, on n'est pas au stade de décision, là, on est encore au stade du rêve. Sauf qu'Emmanuel, il y a un élément que tu prends pas en compte, c'est que jusqu'à présent, quand tu voulais quelque chose, tu l'obtenais et tu le faisais. En fait, le fait qu'il y ait ce déséquilibre financier entre vous, toi, tu avais plus d'argent via les dons familiaux et Guillaume, non. Et avec ce background et cette enfance complètement différente, Guillaume, il s'est mis dans un mode... Tu m'arrêtes, Guillaume, si je me dis des bêtises. Guillaume, il s'est mis dans un mode où c'est son argent, c'est elle qui prend les décisions. On en a parlé dès le début de l'épisode. C'est son argent, c'est elle qui prend les décisions. Donc déjà, peut-être que naturellement, il se met un peu en retrait. C'est pas mon argent, je prends pas les décisions. Et c'est devenu un mode de fonctionnement où de toute façon, même quand il estimait qu'il avait peut-être un mot à dire comme acheter une maison, en fait, comme c'est ton argent, c'est toi qui vas le faire et puis tu vas prendre les décisions. Et donc, quelque part, il est dépossédé de la décision parce que c'est pas son argent qui est en jeu. C'est une dynamique de couple. Je suis pas en train de dire que Emmanuel, tu as fait ça. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est joué à force de répéter ces mouvements dans le couple. Guillaume, il s'est dit, ok, de toute façon... Et puis toi, Emmanuel, t'as pas vu le truc se passer en face. T'as pas vu le truc se passer, et probablement Guillaume l'a pas vu non plus, ça s'est fait inconsciemment, où finalement, j'ai pas l'argent, je prends pas la décision. Et c'est devenu comme un réflexe, quoi, une réaction réflexe. Tu veux faire un truc? Fais-le, de toute façon, tu vas le faire avec ton argent. Ce qui se passe aujourd'hui, alors attends, avant que je passe à la suite, est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire? Non. Ouais, je pense aussi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, effectivement, à force d'être dans cette dynamique, Emmanuel, t'as épuisé la ressource, quoi. Je vais juste revenir sur cette dynamique de couple. Est-ce qu'il y a des moments, Guillaume, où t'as voulu dire à Emmanuel non, ne fais pas ci, ou la mettre en garde, ou lui recommander quelque chose qu'elle a sciemment ignoré, et peut-être qui t'a marqué? La maison, on l'a visitée 2 fois. 2 fois, on l'a visitée. 2 fois, j'ai dit non, quoi. Et on l'a acheté, quoi. Qu'est-ce que ça te fait, Emmanuel? Moi, je trouve ça super dur parce qu'en même temps, moi, je rêvais d'une maison à la campagne et que pour moi, on est quand même en bord de ville et pour moi, c'était le compromis. C'était pas ma maison de mes rêves, c'était pas la maison des rêves de Guillaume, mais c'était le compromis pour nous deux, justement. Et donc, justement, moi, je m'étais dit que cette maison, elle correspondait à nous deux, parce que moi, si je devais vivre toute seule, j'irais vivre à la campagne, et Guillaume, il vivra en appart en ville. Et donc, c'est ça aussi, c'est qu'on est tellement différents que donc, moi, je me dis, ok, il faut voir, limite, j'ai mis ça sur papier, et je me suis dit, ok, Guillaume, il a besoin de quoi? Moi, j'ai besoin de quoi? Et la maison alignait les deux. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai poussé pour l'avoir, parce que justement, ça alignait les deux, et qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la région qui alignaient les deux et qui étaient dans notre budget. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas important que ce soit un bon compromis. Ce qui compte là, c'est que Guillaume, il a exprimé quelque chose et que ça n'a pas été entendu. Peut-être que Guillaume aussi, tu me dis peut-être que tu pensais aussi que c'était un bon compromis en termes de maison, de sa taille, de son emplacement, etc. Mais il y avait une raison qui te faisait dire non. Et peut-être que cette raison, c'était les finances.
Est-ce que tu trouvais aussi que c'était un bon compromis ou complètement non, c'était non cette maison? Bah, la maison, c'était un bon compromis, mais il y avait tout à refaire, quoi. Et déjà avec le restaurant, il y avait tout à refaire. Enfin, c'était encore un an de travaux, quoi. Et t'avais pas envie de te remettre dans ce truc-là, t'avais pas envie de te remettre dans les travaux, t'avais pas envie d'avoir à gérer cette charge, c'est ça? Ben, je l'ai pas du tout géré, du coup. T'as pas du tout géré les travaux. Ouais, du coup, ça a été C'est moi qui a tout géré, mais du coup, elle a perdu un an à faire les travaux alors qu'elle aurait pu bosser, et voilà, quoi. Et maintenant, on en est là, quoi. On en est là où? Bah, elle retravaille depuis 3 mois et que elle aurait pu recommencer peut-être avant et être un peu plus large financièrement, quoi. Ok. Je dois dire que je suis totalement passée à côté de cette phrase pendant le coaching. Guillaume reproche à Emmanuel de s'être investi dans les travaux de la maison qu'elle a voulu acheter alors que lui non. Et cela aurait eu comme impact qu'elle serait restée plus longtemps que prévu, je mets des guillemets, sans emploi. Et donc, comme semble le penser Guillaume, quand il dit voilà où on en est, sous-entendu, voilà où nous en sommes financièrement à cause de la décision prise par Emmanuel et bien sûr pas par lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Guillaume a une fâcheuse, j'ai envie de dire sérieuse et fâcheuse tendance à ne prendre aucune responsabilité dans ce qui se passe. D'un côté, il reproche à Emmanuel de lui forcer la main, il dit oui comme il le dit pour lui faire plaisir, et ensuite il finit à un moment donné par dire « ben tu vois, je te l'avais dit ». Il explique aussi que Emmanuel est trop dépensière et que s'il y a des problèmes d'argent, c'est à cause de toutes les décisions qu'elle a prises, y compris celle d'acheter la maison, et donc de ne pas retourner travailler plus tôt. Il refuse donc toute discussion à propos d'argent et, en plus, il reproche les décisions prises par Emmanuel. Malheureusement, je n'ai aucun indice qui me fait dire que Guillaume a envie de changer quoi que ce soit à cette situation. Il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous, c'est que, du coup, Guillaume, tu es à la fois dans le... j'ai exprimé une opinion, elle n'a pas été entendue. Quand ton non n'est pas entendu, tu le transformes en oui, et du coup, tu mets toute la responsabilité sur Emmanuel. Oui. Parce que c'est... J'ai dit non, elle n'a pas entendu. Bon, bah, mon dernier choix, de toute façon, c'est de faire semblant que j'étais pour. Et du coup, elle t'engage indirectement dans ces décisions-là. Et donc, du coup, bah, je vais la laisser faire le projet, les rénovations, et je vais pas du tout m'impliquer, parce que du coup, j'ai fini par donner un faux oui, un peu comme ta présence aujourd'hui. C'est ça. Et si on essayait d'imaginer un scénario de discussion où vous êtes pleinement partenaire, qui se soutient, qui a de la bienveillance vis-à-vis de l'autre, qui écoute l'autre, qui respecte ce que l'autre est en train de dire. Guillaume, je vais commencer par toi. Ce serait quoi ton scénario idéal si vous aviez ce type de discussion en tant que partenaire de vie et non pas elle a voulu un truc, non, elle m'a pas écouté, etc. Mais vraiment, vous êtes ensemble dans un truc. Quand elle vient te voir pour le week-end, le voyage en Thaïlande, c'est quoi ta responsabilité en tant que partenaire à ce moment-là? Ce serait quoi la meilleure réponse si vous étiez ce que vous êtes, et si on se projette dans ça, c'est quoi la meilleure réponse que tu puisses lui faire à ce moment-là? Bah oui, on va mettre de l'argent de côté pour aller plus prochainement là-bas, quoi. Ok. Très bon début. Est-ce que tu as envie de lui dire d'autres choses aussi? Non. Tu penses à quoi? Quel budget? Ah, non. Non, je sais pas. J'ai jamais pris de décision par rapport au voyage, donc je sais pas. Ok. S'il en vient à te dire ça dans la conversation, Emmanuel, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bah, qu'on peut peut-être demander à une agence de voyage, de voir combien ça coûterait, enfin, de partir peut-être là-dessus, s'il est partant pour avoir une idée de base de combien d'argent on doit mettre de côté.
si on part sur l'idée de l'épargne, combien? Il faut quand même fixer le montant, donc pour ça, il faut demander à quelqu'un ou chercher par nous-mêmes, 10 jours en Thaïlande, combien ça coûte. Ok, mais là, tu vois, tu pars sur un scénario, c'est toi qui vas faire toutes les recherches, c'est toi qui vas contacter l'agence. Et puis, tu vas revenir vers lui et tu vas lui dire, j'ai contacté 2 agences et puis les prix, c'est à peu près ça. C'est ce que j'ai cherché. Et en fait, il aura plus qu'à dire oui ou non. On le voit, le scénario, là? Ouais, c'est bon, c'est comme ça. Enfin, d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. On cherche à sortir de ça, en fait. Du coup, je vais demander à Guillaume d'organiser le voyage en Thaïlande. Moi, ça me va. Ouais. Est-ce que tu as envie? Alors, demande-lui. Moi, je demande à Guillaume d'organiser le voyage. Est-ce que tu peux bien organiser le voyage en Thaïlande? Parle-lui comme tu aimerais que cette conversation se passe. Oui, allez. Moi, en fait, je suis tellement partante pour tout que s'il veut prendre l'initiative, organiser quelque chose, je serais hyper content. Et je peux te soutenir dans les démarches et donne la ligne directrice et tu délègues, tu me dis ce que tu veux que je fasse. Est-ce que ça te plairait, ça, d'organiser le prochain voyage? Non, pourquoi pas. Guillaume, est-ce que ça te plairait qu'elle fasse rien pour une fois et qu'elle te laisse gérer et, je rajoute un et, qu'elle te fasse pleinement confiance? Est-ce que ça te plairait, ça? Faut essayer. C'est un petit oui, ça. J'entends, mais c'est petit. Ça conviendra pas, mais je pense qu'on peut essayer. Pourquoi tu dis ça, Guillaume? Parce que je le vois venir, c'est tout. Est-ce que tu as conscience que quand tu dis ça, tu l'encourages pas à changer son attitude? Parce que là, on vient de dire... C'est une dynamique. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans la façon dont elle t'amène les choses, il y a un problème dans la façon dont tu réponds. Donc là, je fais une hypothèse qu'elle vient te voir, elle te fait une proposition qu'elle fait jamais d'habitude. Elle te dit, j'ai une idée, puisque c'est visiblement dans le couple, elle a plus d'idées, d'envie, etc. Et elle te met les cartes en main. Toi, tu dis, oui, ça me plairait, ce scénario. Mais tu peux pas dire derrière, mais ça se passera jamais comme ça. Sinon, vous restez exactement comme vous êtes. Rien ne change. Elle a changé de son côté. Elle est prête à fonctionner différemment. Elle entend ce que tu viens de lui dire. Moi, j'entends que ça a créé un tel blocage depuis longtemps que ça va être difficile pour toi de croire que c'est possible pour elle de fonctionner différemment. C'est ça? Oui. C'est ça, Guillaume? Ok. Ouais, maintenant, on va faire un si. Si elle vient te voir et qu'elle te remet les clés. Là, on parle de ça, mais on parle aussi de demain. Ok, Guillaume. Si demain, elle vient te voir et qu'elle dit « Moi, je veux bien qu'on ait une conversation sur la maison. J'entends que t'étais pas d'accord. Je sais que j'ai poussé. Je sais que ça va pas être facile pour moi. » Déjà, c'est pas facile pour moi. Je parle à ta place, Emmanuel. Tu m'arrêtes si jamais je dis quelque chose qui ne te convient pas. Donc, elle vient te voir et elle te dit « Je veux bien qu'on ait une conversation sur la maison. » Parce que l'idée que j'ai pu effectivement te priver de ta partie de la décision, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Et donc, je veux qu'on remette les choses à plat. Ça, c'est nouveau. Vous n'avez pas ce fonctionnement-là aujourd'hui. Est-ce que tu crois que si elle vient te voir comme ça demain, c'est pas un énorme signe de changement? Si. Moi, je suis pour. Après, ce qui est difficile, c'est les habitudes qui ont été forgées, quoi. Et que aussi vite, comme tu l'as dit, on retombe dans un mécanisme où en fait, quand je lui dis vas-y, est-ce que ça te ferait pas rêver d'aller en Thaïlande? Et après, il va dire que je l'ai forcé à devoir organiser en plus le voyage. Donc c'est ça qui est très compliqué, c'est que moi j'arrive pas à sentir où est la limite de je te force et tu es ok. Donc, il y a quelque chose que là je vais m'adresser à Guillaume. Il y a quelque chose qu'il faudra faire évoluer. C'est que t'as pris l'habitude de lui dire oui pour lui faire plaisir. Et moi, je pense, mais je te fais une suggestion, je pense qu'elle a besoin que tu lui dises non.
Et elle a besoin que tu continues à lui dire des vrais non. Je vois Emmanuel qui hoche la tête. Parce que là, elle te dit, en début de conversation, c'était déjà, je sais même plus quand c'est des vrais oui ou des vrais non. Et là, elle dit, là, je sais pas forcément repérer quand je suis en train de le pousser dans ses retranchements. Quand je suis en train de... C'est aussi parce que toi, t'as pris l'habitude de lui dire oui pour lui faire plaisir et que t'assumes plus tes propres besoins et tes propres envies. D'ailleurs, pourquoi ça te fait quoi pour toi de dire non, Guillaume ? Ça me fait quoi ? Ouais. Bah, je sais pas. Quand je dis non, j'attends les représailles. C'est là avec Emmanuel, mais de manière générale, c'est aussi quelque chose que t'as l'impression que quand tu dis non, ça va te revenir comme un boomerang. Tu vois, si on prend dans le cadre professionnel, etc., ou c'est vraiment dans le contexte du couple que le non a une couleur particulière. C'est pas professionnel, ouais, mais c'est privé, ouais, enfin, dans la vie de tous les jours, mais pas qu'avec Emma, quoi. J'ai du mal à dire non, en effet. Et ça te fait quoi si je te dis effectivement demain, remets-toi à dire non ? Bah, je sais pas. Moi non plus. T'as un super modèle en plus, hein, Guillaume. Notre fille, elle dit non, 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 non. Est-ce qu'Emmanuel, tu te sens capable quand Guillaume dit non ? Est-ce que t'aimerais qu'elle n'insiste pas quand tu lui dis non ? Oui. Ok. Ça, c'est un vrai oui, ça. Et toi, Emmanuel, j'imagine que quand il te dit non, tu veux le convaincre. Non, pas forcément. Moi, si c'est un non qui est clair et pas en fait, parce que je reprends l'exemple de la maison, de non, je ne veux pas la maison, mais c'est pas un non, la maison ne me convient pas, c'est je n'ai pas envie de faire les travaux. Et donc moi, c'est ça que j'aimerais juste de non, la maison ne me conviendra jamais, je ne veux pas l'acheter, c'est quelque chose qui ne me convient pas, ou ok, mais je ne veux pas faire les travaux. Moi, c'est juste ça, j'ai besoin d'avoir la distinction de c'est un non figé, ok, d'accord, j'insiste pas, ou c'est un oui, mais voilà. Ok. Parce que ce qui va se passer, c'est que ton attente, Emmanuel, c'est pas juste un oui ou un non. Toi, t'as besoin d'un dialogue. Peut-être que Guillaume n'a pas forcément envie de s'engager dans un dialogue. Donc, c'est là où ça va peut-être continuer à coincer. C'est que effectivement, c'est légitime que tu dis et si on allait en Thaïlande et qu'il dit non, tu vas être là en mode pourquoi ? Et puis Guillaume, il va se dire ça y est, elle insiste à nouveau. Je vais finir par lui dire oui. Donc, Guillaume, de ton côté, effectivement, tu dois apprendre à exprimer tes envies. Et en parallèle aussi, t'entraîner à être le partenaire qui écoute, qui dialogue et qui discute. Et Emmanuel, il va falloir que tu aiguises aussi ta compréhension de où est-ce le moment où c'est de la discussion et le moment où effectivement t'es en train juste de l'informer d'une décision que t'as déjà prise et tu vas créer chez lui une forme de renoncement. Ça sert à rien d'avoir cette discussion. Quitte à ce que, et j'avoue je dirais pas ça à beaucoup de gens, mais quitte à ce que dans votre cas, vous puissiez avoir des décisions sans prise de décision à la fin, des discussions sans décision à la fin. Ma suggestion pour vous, c'est de vous réentraîner à avoir des discussions sans les trancher. Vous exprimez vos positions, il y en a un qui est plutôt pour, il y en a un qui est plutôt contre. Ok, on prend pas de décision, on dort dessus, et on se donne un rendez-vous, on en reparle dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Il n'y a pas d'obligation quand tu viens le voir avec « et si on partait en Thaïlande ?» Tu vois, qu'il se positionne avec un oui ou un non. Ça aussi, ça participe au fait qu'il soit peut-être oppressé. Ta responsabilité, Guillaume, parce que je sais que tu as eu du mal à la faire venir, mais moi je te le dis, ta responsabilité, Guillaume, quand elle vient te voir et qu'elle est over-excitée par un truc, c'est de l'écouter. Oui, ma chérie, je sais, t'es super excitée. Ok, on peut envisager la chose.
Ce que je te propose, c'est que si 2 semaines, t'es encore excité par le projet, on peut essayer de commencer à planifier. Comment elle sonne cette réponse pour toi, Guillaume? Ouais. Ouais. Merci pour ta participation, Guillaume. Ouais, je sais pas trop quoi dire à ça. Si demain elle vient te voir excité par un projet, tu te sens capable de lui dire je comprends que tu sois hyper excité, je te connais, tu t'excites pour beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut en reparler dans quelques semaines, voir si c'est toujours un projet que tu as envie de faire? Et dans ces cas-là, on peut en discuter et le planifier à 2. Ça te paraît être une réponse que tu peux faire? Oui, mais je peux pas dire autre chose que oui. Oui, okay. Tout à fait. Et Emmanuel, c'est ok pour toi si du coup, il te donne pas un oui ou un non? Ah oui, moi, clairement. Mais si moi, c'est repoussé, si on temporise? C'est qu'un jour, on prenne une décision quand même. En fait, là, l'exemple du voyage, c'est très accessoire. C'est un peu, on le fait pas, on va pas mourir si on fait pas ce voyage, je m'en fous l'un dans l'autre. Et c'est plus pour des décisions importantes où là, le besoin est vraiment d'être clair. Et limite, oui, c'est quelqu'un qui me disait, fixez-vous une date, ou pour telle date, on prend une décision, oui ou non. Mais j'ai l'impression que vous en prenez des décisions. Pas ensemble. Ou tout à fait. C'est pas le problème de prendre des décisions. C'est le problème qu'elles sont pas communes. Donc la problématique, c'est pas de trancher. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent toi qui tranches, Emmanuel. La problématique, c'est pas de savoir trancher. La problématique, c'est de savoir dialoguer et que chacun ait l'impression d'être écouté. C'est pour ça que ma suggestion, et encore une fois, je te dis, pas forcément une suggestion que je ferai avec beaucoup de couples, mais c'est que vous entraînez à discuter sans prendre de décision. Quand je veux aider un couple, la première étape, c'est toujours de créer ou recréer les conditions d'un vrai dialogue autour de l'argent entre les 2 personnes que j'ai devant moi. Parce que ce n'est pas moi qui, in fine, vais prendre les décisions à leur place. Dans le cas d'Emmanuel et Guillaume, l'incompatibilité financière est flagrante et le dialogue est complètement rompu. Et selon moi, cette incompatibilité ne fait que révéler leur immense difficulté à faire de manière plus générale des projets ensemble. Je ne suis pas sûre qu'ils aient ni les mêmes aspirations, ni la même vision d'un avenir commun. Voilà maintenant ce qu'ils m'ont envoyé quelques jours après notre coaching, chacun de leur côté. Emmanuel d'abord. Tout d'abord, merci Delphine pour le coaching, ce que je retiens. Parfois, on a tellement le nez dans le guidon qu'on se laisse happer par la vie et puis on n'arrive même plus à voir quel est notre problème et comment s'en sortir. J'ai bien aimé que tu dises « l'argent ne fait que mettre en évidence une situation / un problème qui est plus global ». J'espère que ton coaching nous aidera à cheminer ensemble sur tous les plans. Quant à Guillaume, il a à peine cherché à masquer ou cacher sa non-coopération jusqu'au bout. Guillaume m'écrit donc « Pour moi, ce coaching ressemblait plus à une séance chez le psy qu'un coaching. Si tu veux une conclusion Delphine, je pense qu'en effet, je vais penser un peu plus à moi plutôt que de vouloir faire absolument plaisir à tout le monde. » Je ne sais pas si je me réjouis de la conclusion de Guillaume, mais en tout cas, c'est la sienne et moi, je souhaite à Emmanuel et à Guillaume le meilleur pour la suite. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aussi vous avez envie de changer votre relation à l'argent, de changer vos habitudes, de voir les opportunités au lieu de buter sur les obstacles, d'identifier vos croyances ou les schémas qui se répètent, ou encore de les abandonner pour en adopter d'autres qui vous serviront plus, et de construire enfin le système de gestion financière qui va soutenir vos plus grands projets de vie. Alors je serai ravie de vous accueillir dans mon programme ou de vous accompagner en coaching privé. Tout ça se passe sur coaching.richissime.net. On se retrouve très bientôt pour un nouveau coaching. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.